Alors, je suis avec Wided Bata. Wided, vous êtes docteur et professeur chercheuse en marketing expérientiel et marketing digital. Et vous intervenez à Data Marketing 2019, le 21 novembre de cette année. Et votre sujet, c'est le Big Data, du Big Data au Smart Data. Alors, justement, on va commencer par cela. Et ma première question, c'est est-ce que c'est la fin des Big Data ou le début d'une nouvelle ère? Alors, c'est vraiment une question très pertinente pour commencer le débat sur le big data, la fin, le début, où on en est, parce que c'est vrai que c'est une tendance et c'est assez, enfin, une thématique assez tendance en ce moment, mais par moment, il faut aussi prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, puis pour voir un peu le retour et puis les limites, les enjeux qui se posent par rapport au big data. Donc pour moi, je pense que tout dépend si on l'approche selon une perspective américaine ou européenne. Selon une perspective américaine, on parle de ce qu'on appelle le Big Data Bank. Donc on se pose des questions, on est un peu interpellé, on est un peu déstabilisé par rapport à la limite de ce que la data peut faire. Et puis par rapport à un point de vue européen, on est dans la découverte, l'enthousiasme, l'excitation totale. Ça devient même un métier très tendance, data analyst ou d'autres IT profils qui analysent les données. Donc voilà, enfin il y a deux perspectives, mais je pense que dans le cadre américain, on fait un peu le point sur qu'est-ce que cette data a engendré, comment la traiter et surtout la data dans le business. Donc aujourd'hui, la problématique n'est pas d'accéder aux data. La problématique, c'est plutôt comment bien l'analyser pour développer des opportunités de business ou résoudre des problématiques quand il s'agit du consommateur. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, on est un peu dans ce questionnement. C'est pas pour remettre en question le big data, bien évidemment, c'est pour voir quelle autre technique, outil peut être mis en place pour un complément de la richesse générée par la data, mais bien évidemment, la data ne permet pas de tout capter. Par Ouais. exemple, la contextualisation, vous aurez jamais une data qui va contextualiser, par exemple, l'usage d'un téléphone portable ou d'un ordinateur. Si vous utilisez le téléphone portable chez vous ou dans le train ou dans votre bureau avec des collègues, vous n'allez pas avoir le même usage. Donc, même avec la donnée de géolocalisation, on ne va pas accéder à l'évidence cachée pour expliquer le pourquoi de ce comportement et ce que ça représente, le fait d'utiliser son portable dans les transports, dans une réunion et dans d'autres lieux. Donc, le big data apporte une information assez précise, généraliste, mais permet pas d'aller au plus près des usages réels dans les contextes sociaux des consommateurs ou des usagers. Alors, dans votre présentation, vous parlez du big data au smart data. Qu'est-ce que c'est exactement les smart data? Le smart data, c'est une technique et une approche très immersive au plus près du consommateur ou de l'usager, qui se traduit tout simplement par le temps qu'on va passer avec des utilisateurs à les observer de manière participante ou non participante. Donc, de manière participante, il s'agit d'interagir avec eux, faire la même chose qu'eux, enfin pratiquer la même activité. Par exemple, vous rejoignez un groupe de consommateurs qui est en train d'acheter sur une appli. Donc là, vous vous mettez à acheter, à pratiquer la même activité, ou bien les observer. On appelle ça non participante. Donc là, vous avez un groupe de consommateurs qui pratiquent une activité, que ce soit en ligne ou off-ligne. Et donc là, vous allez les observer pour essayer de capter la signification tacite liée à l'usage et tous les paradoxes qui vont émerger suite à cette observation, que vous allez bien évidemment contextualiser et analyser. Donc dans le smart data, c'est une donnée intelligente parce que c'est une donnée qui va, premièrement, résoudre une problématique dont on ne sait pas trop comment procéder. Par exemple, vous avez intégré une borne digitale dans votre magasin et vous avez remarqué que finalement les consommateurs ne font pas du tout attention à cette borne, n'achètent pas du tout sur cette borne, n'interagissent pas du tout sur avec la borne. Donc là, il y a forcément une problématique. Donc là, le smart data, à travers l'outil, par exemple, de l'ethnographie expérientielle, parce qu'il y a plusieurs outils qu'on peut mobiliser, que ce soit en ligne,
telles que l'ethnographie ou l'ethnographie digitale, ou bien dans l'environnement physique, type l'ethnographie expérientielle. Donc là, l'ethnographie expérientielle va forcément permettre de résoudre cette problématique. Est-ce que le problème, c'est la borne digitale? Est-ce que le problème, c'est la typologie du consommateur? Est-ce que le problème, c'est le positionnement ou tout simplement le contenu dans cette borne de manière à optimiser l'intégration de la borne? Donc là, le Smart Data, il intervient pour résoudre une problématique. Le Smart Data peut aussi, à travers l'ethnographie expérientielle ou digitale, intervenir pour l'innovation. Comment va-t-on consommer demain? Comment va-t-on faire les courses demain? Comment va-t-on payer ses courses demain? Donc tout cela va être pris en compte pour essayer de voir est-ce que la société est prête pour l'intégration de l'innovation et notamment l'innovation technologique, non pas de manière assez sporadique, mais de manière à ce que ça soit inscrit dans l'usage quotidien, c'est-à-dire vous levez le matin, vous savez que vous allez acheter avec votre portable, votre carte de crédit elle est sur votre portable et c'est une évidence. Donc là c'est vraiment, on va essayer d'anticiper les innovations pour le futur et essayer de se positionner comme pionnier en matière de disruption ou de repenser un peu les habitudes d'achat et d'usage. Donc là, il y a deux objets en fait, pour résoudre une problématique ou bien pour l'innovation. Donc on le voit bien dans ce que vous nous dites, les smart data, c'est pas simplement une figure de style, ce sont des techniques. Et alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si les entreprises sur le terrain utilisent vraiment les data pour en tirer des insights marketing, si vous avez des bonnes pratiques, des exemples à nous partager. Oui. Alors, en ce qui concerne les entreprises sur le marché, c'est plutôt une tendance américaine où on voit les grands groupes, les grandes marques s'ouvrir à cette technique, à l'ethnographie notamment, pour essayer d'aller au plus près de leurs clients, pour essayer soit d'innover dans leurs pratiques ou bien de résoudre des problématiques de vente ou des problématiques stratégiques. Et voir aussi, on adopte l'ethnographie pour penser la stratégie de l'entreprise de manière un peu globale. En ce qui concerne les entreprises aujourd'hui, d'un point de vue européen, on veut l'immédiat, le rapide et l'instantané. Donc, et puis le pas très cher. Donc, du coup, le budget on a beaucoup baissé les budgets pour les études et notamment les études où on est dans la réalité du consommateur, les études de terrain. Et donc, du coup, la tendance n'est pas la même parce qu'il faut avoir à la fois des ressources pour pouvoir mener une étude ethnographique, pour avoir du temps aussi. On est sur une durée de 3 mois à une année, voire même de manière longitudinale sur 2 ans ou plus. Donc, est-ce que les entreprises ont le temps pour ça? Les entreprises américaines, quand elles sont dans l'innovation, elles prennent le temps et elles mettent en place les ressources. Et donc, du coup, il y a cette double vision. Tout dépend de l'objectif de l'entreprise, tout dépend de la problématique posée. Est-ce qu'elle est stratégique ou une problématique d'innovation ou bien une problématique opérationnelle qui n'impacte pas le positionnement et l'offre globale de l'entreprise. Donc là, si on est sur des problématiques qui touchent la stratégie de l'entreprise, comment intégrer le digital, comment penser l'expérience client, là, la seule technique qui est vraiment efficace et qui peut apporter des insights qu'on peut traduire par des recommandations business pertinentes et différenciantes par rapport à la concurrence, c'est les études ethnographique, expérientiel ou digital, donc le smart data. Alors, en matière d'exemples, là j'ai 3 exemples à la fois, un exemple dans le monde du digital, du IT, mais aussi parce que le Google n'a pas besoin d'ethnographes pour générer des datas, donc il a des données à profusion. Mais en même temps, Google va recruter aussi des ethnographes, la même chose pour Facebook, Airbnb et autres. Donc, pourquoi ils ont besoin de ce profil? Parce qu'à un moment donné, il faut contextualiser les usages
il faut aller au plus près du consommateur pour comprendre le sens qu'il va mettre derrière une pratique de consommation, d'achat, d'usage, etc. Donc, cet insight-là, elle est smart parce qu'on n'arrive pas à accéder à cet insight par la collecte de données qui se trouve sur Internet. L'exemple de Intel, qui était une entreprise dans le digital, bien évidemment. Donc là, ils ont fait appel à l'ethnographie pour repenser la stratégie globale de l'entreprise. Et l'objectif, c'était quoi? C'est de comprendre tout simplement dans quel cadre les usagers vont utiliser leurs ordinateurs et leurs produits. Et essayer de comprendre quel est le sens caché lié à l'usage contextualisé pour essayer de développer, d'adapter les produits, les usages et les services. Donc là, aller observer des gens qui travaillent sur leurs ordinateurs, qui utilisent d'autres produits Intel et puis les processeurs pour essayer de proposer une expérience utilisateur agréable et efficace à la fois. Le deuxième exemple, là on n'est pas du tout dans la technologie, c'est plutôt un exemple assez successful, réussi ou je sais pas comment on dit, c'est Lego. Avec ses produits dans les années 2000, ils ont connu une baisse de vente et ils avaient une problématique par rapport aux enfants qui comprenaient pas les produits Lego et le nouveau design n'était pas très populaire chez les enfants. Donc là, ils ont conduit une étude ethnographique de manière à savoir comment ces enfants jouent avec leurs produits, quelles sont leurs attentes, quel sens ils mettent derrière le fait de jouer à ces produits-là. Et donc là, après, ils ont développé, au lieu de lancer des jouets, ils ont développé une stratégie de storytelling où là, on ne va pas mettre un carré sur un carré puis arriver à quelque chose, mais plutôt construire avec une idée, avec une histoire et avec des personnages. Donc, créer une vie à partir de quelques Lego qui, a priori, se ressemblent tous. Et puis aussi, avec l'ethnographie, ils ont découvert la cible des adultes fans de la marque. Donc là, ça a fait émerger un nouveau segment pour cette marque qui a aussi adapté ses produits pour ces adultes nostalgiques, assez fans de la marque. Donc là, il y a deux approches. Et ils ont réussi à augmenter leurs ventes de plus de 105% suite à cette étude ethnographique. Ils ont pris le temps d'étudier, d'observer, que ce soit en mode participant, non participant, avec une ethnographie expérientielle digitale. Et puis, le dernier exemple, c'est un exemple sur lequel j'ai travaillé dans le B2B, un grand groupe qui se posait la question, et je pense que tous les autres groupes se la posent aussi, c'est à force d'intégrer, c'est l'accumulation des outils du digital et des plateformes digitales. C'est à chaque fois, on propose une plateforme aux employés en interne et on leur dit, voilà, pour le meeting, pour les réunions, on va utiliser cette plateforme, pour tel usage, on va utiliser cette appli, etc. Et donc, on finit par avoir une sorte de millefeuille de plateformes et personne ne va utiliser ces plateformes. Les employés vont utiliser des plateformes externes, type Skype, WhatsApp, Viber, qui n'ont rien à voir avec ce que l'entreprise achète, parce que l'entreprise investit et met en place des ressources. Donc là, le but, c'était de comment, parce que là, c'est des dépenses pour rien, et en sachant que ça génère le mal-être des salariés qui se trouvent un peu dépassés par ces outils. Et puis aussi la non-intégration, enfin il n'y a pas une facilité d'intégration de l'outil digital. Donc là, l'ethnographie, ce qu'on appelle l'ethnographie organisationnelle, donc au niveau interne, essayer de comprendre comment ces acteurs, en fonction de leur département, si c'est département marketing, département ressources humaines, logistique, etc., comment ces acteurs de l'organisation utilisent les plateformes dans leur travail quotidien en fonction de ce qui représente du sens pour eux et ce qui représente une source de mal-être ou quelque chose de pas intéressant à appliquer pour designer des plateformes adaptées pour les usages qui vont être utilisés à la fin et non pas juste développer et acheter des logiciels et des plateformes en sachant que les salariés ne vont pas forcément les utiliser. Donc voilà, enfin, là on peut voir que ce soit en B2C, B2B ou bien dans le secteur technologie ou d'autres secteurs, l'usage de l'ethnographie est toujours pertinent pour essayer de régler des problématiques ou d'innover. Alors, petite dernière question pour clore cette interview.
Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce que vous nous décrivez, les sociétés américaines qui sont réputées dans la Vulgate pour être assez court-termistes, finalement prennent du temps pour faire de l'ethnographie et de la netnographie, et puis finalement en France ou en Europe, on en fait beaucoup moins. Alors, si vous aviez un conseil à donner aux entreprises européennes, quel serait-il? Alors, j'ai peut-être deux conseils. Le premier, c'est essayer de prendre le temps, parce que tout le monde prétend faire de l'expérience client, d'être centré sur le consommateur, mais on ne prend pas le temps de bien le connaître et de bien être centré sur ses propres besoins en fonction de en se basant sur la perspective consommateur. Donc, voir les choses avec les yeux du client et non pas avec ce que l'entreprise pense que c'est pertinent pour les clients. Donc là, pouvoir prendre le temps et engager des experts ou des compétences adéquates, parce que le digital n'est pas la solution à tout. Donc là, c'est vraiment la bonne chose de faire, c'est le mix entre le smart data, le big data, pour savoir quelle information prendre et surtout définir l'objectif. Est-ce que j'utilise la data pour vendre, mieux vendre, ou j'utilise la data pour améliorer mon image, ou c'est quoi la finalité à la fin? Et puis la deuxième chose, c'est peut-être mettre, parce que les entreprises américaines, elles peuvent accepter l'idée de mettre du temps, s'il s'agit d'une problématique importante, et puis aussi accepter l'idée pour avoir une smart data, il faut aussi des ressources, il faut un budget et il faut des compétences, un profil un peu pluridisciplinaire en matière de compétences.